Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce 28 juin 2023. À l'affiche ce matin, nous avons Nico Faimbikai et Tite Liungi. Les deux vont donc analyser l'actualité et commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Et l'actualité au pays, c'est le sommet quadripartite tenu à Luanda en Angola, et il y a eu plusieurs résolutions, notamment la coordination des opérations de la force des forces régionales a été confiée à la République démocratique du Congo. Aussi, il y a l'accord de dons d'argent pour appuyer la force de l'EAC. Et puis, on note également que ces sommets félicitent le président Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda, pour leur engagement en faveur d'une résolution pacifique de conflits par le dialogue et la médiation. Les deux dirigeants ont travaillé en étroite collaboration pour faciliter le dialogue entre les parties prenantes de la région de Grand Lac en vue de trouver des solutions durables aux conflits qui y sévissent. Voilà, allez les commentaires, c'est avec nos invités. Autre sujet d'actualité, en tout cas, c'est la guéguerre, si je peux dire ça, entre l'Église catholique et le pouvoir, après les mots du chef de l'État ou l'adresse du chef de l'État Mboujimaï. Voilà, on a suivi la réplique de Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO, qui a indiqué que l'Église a toujours été du côté de faibles. À l'époque où l'IDPS était à l'opposition, il était chaque des jours à l'imiter. Ils sont toujours là en train de critiquer ce qui ne va pas. Voilà, ce sont là les propos de Monseigneur Donatien Chollet. Et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui revient à la charge en disant que l'Église est au service de Moïse Katumbi. Augustin Kabouya maudit Moïse Katumbi jusqu'à la 3e génération. Augustin Kabouya d'indiquer que la démarche de prêtres est d'obtenir des sanctions contre les régimes en place, mais ils n'obtiendront pas. Voilà. Où ira-t-on avec cette guerre entre l'Église catholique et le pouvoir? Analyse et commentaire, c'est avec nos invités. Je disais, ils sont à deux. Nico Faimbikai sera face à Tite Liungi. Alors, Tite est déjà là avec nous. Tite, bonjour. Bonjour madame, merci de nous associer à cette structure de réflexion. D'emblée, voir ce que vous présentez comme élément de discussion. En tout cas, ça semble être aussi sensible, aussi intéressant, parce qu'il faut éclairer les lanternes de l'opinion, surtout de ceux qui nous vivent. Alors que j'ai toujours dit, nous sommes en face d'une république aussi fragile. La contribution des analystes doit également être à la merci du public, et surtout lorsque vous avez présenté les 3 éléments, le sommet des 4 parties, où on donne encore la possibilité à la République démocratique du Congo et le Rwanda de réfléchir, de discuter. D'une part, guerre entre l'Église catholique et le régime en place. Je pense que madame, nous laissons un peu la première pour poser des questions, afin que nous puissions débattre et voir dans quelle mesure on peut proposer. Parce que l'urgent aujourd'hui, madame, c'est on réfléchit, on propose. Est-ce qu'il faut aller par le forcing? Est-ce qu'il faut aller par les humeurs? Ou soit il faut agir en tant que responsable, en tant que meneur d'hommes, en tant que vecteur qui doit constituer une décision durable pour l'avenir de notre pays. Alors, sans plus tarder, nous parlons directement du sommet quadripartite. C'est le 5e du genre. Alors, quelle analyse, en général, de façon ramassée, vous faites de ces assises? 5e, d'autres parlent d'un sommet de trop, mais quand même, on a vu le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre Christophe Lutundula, qui a salué, qui a applaudi le fait que la coordination des opérations de la force régionale à l'est de la République démocratique soit confiée à la RDC. C'est encore une confusion. Mon humble avis, j'ai toujours dit qu'en suivi évaluation, l'aspect dialogue est un indicateur très important dans le cadre
de l'évolution, pour ne pas dire la gestion des conflits. Mais dans le dialogue, il faut également apprendre à pérenniser les acquis. Si on ne sait pas sonder les valeurs déjà arrachées, c'est là où se pose le problème. Madame, c'est vrai que tout le monde attendait, selon le gouvernement, selon le régime, la présence de forces régionales, c'était pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo pour buter d'ailleurs les rebelles qui sèment la désolation, la terreur dans notre pays. Et n'oubliez pas, l'objectif principal pour tout État, c'est d'abord de couvrir, pour ne pas dire de sécuriser le gouvernement, de sécuriser le peuple. Alors, ce qu'est en train de faire aujourd'hui les M23, les Codeco et les autres, c'est comme si ça s'inscrit dans, contrairement à ce qu'on s'attendait ou à ce qui est écrit. Nous sommes maintenant au 5e dialogue, 5e round. Je ne sais pas qu'est-ce que le Tundula peut dire aujourd'hui à la population congolaise comme avancée significative. La RDC a la coordination de... La RDC est au devant de cette même, de ces forces régionales qui... Les forces régionales sont là, madame. Nous avons vu, en dehors de ce qu'on a appelé autrefois qui étaient amis de la République démocratique du Congo, le Kenya, aujourd'hui ils n'obéissent pas. Les terrains politiques ne semblent plus être les mêmes, madame. La population continue à demeurer dans la souffrance. Et pour pallier à cela, nous, en tant qu'analystes, nous devons maintenant hausser les tons. Est-ce que le gouvernement comprend du moins? C'est vrai que les dialogues, il faut toujours continuer à dialoguer. Il faut toujours continuer à ouvrir des portes. Il faut toujours avoir des concessions. Mais ces concessions-là, pour aboutir à quoi? Est-ce que pour tourner la République démocratique du Congo en bourrique, ou pour que réellement, qu'on voit que les rebelles sont en train de se retirer et le gouvernement congolais garde également ce qu'on appelle les termes de référence de ce qui a été objet de ces dialogues. Nous nous sommes dit d'accord, nous partons au dialogue pour que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soit respectée. Au moment où nous parlons, ça fait combien d'années? Nous allons faire des élections. Est-ce que les critères, pour ne pas dire les instances censées à favoriser des élections démocratiques, libres et transparentes, sont là pour réellement voir si le peuple congolais peut encore bénéficier de ces moments pour élire ou pour sanctionner ses dirigeants? C'est de là où maintenant l'inquiétude est planée. C'est là où maintenant tout le monde se pose la question, à quoi joue la communauté internationale? N'oubliez pas que l'aspect qu'on appelle la gouvernance démocratique, c'est un aspect que nous avons déporté. Nous sommes des Africains. La manière dont nous, la gestion de la cité était axée vers les babas, c'est-à-dire un roi avec son peuple, avec une administration locale, un roi qui ne fait que réfléchir pour le bien de sa famille, le bien de la cité, le bien de la communauté. On nous amène vers une gouvernance appelée la démocratie, où tout le monde est censé renoncer à une partie de sa liberté au profit de la communauté. Là maintenant, au sens politique, s'il faut lire Thomas Hobbes, il y a ce qu'on appelle les léviathans. Un gros poisson qui est là pour régner contre les autres. Et ces gros poissons-là, ces léviathans, à mon sens, je pense que c'est cette communauté internationale qui nous impose la démocratie alors qu'elle-même n'arrive pas à respecter les termes de cette démocratie. Comment expliquer, madame, dans un pays aussi démocratique comme la République démocratique, excusez-moi pour cette tautologie, Oui. un pays aussi démocratique, alors que la communauté internationale sait qu'au Rwanda, il n'y a rien comme l'or, il n'y a rien comme minerai semblable dans son territoire, mais le Rwanda aujourd'hui est placé parmi les producteurs de l'or. Et la communauté internationale continue à applaudir. On les place également dans l'air, ce qu'on appelle statistiques. Nous disons que ce sont des statistiques de honte. Comment expliquer la République démocratique du Congo va continuer à faire confiance à ces gens-là qui continuent à nous faire mal? Voilà pourquoi, à ce qu'on sait de ces sommets, oui, il fallait partir, mais le Tundula ne pouvait pas se glorifier. Dire qu'en tout cas, cette fois-ci, on a fait parce que combien de fois le Tundula nous a invités par des briefings, par des prestations. En tout cas, cette fois-ci, on va attendre la communauté internationale dit, au finish, au lieu que les rebelles se retirent, ils avancent encore et avec possibilité de défier le gouvernement. Non, c'est-à-dire que si vous ne croyez pas à ces résolutions ou
au retour de la paix, parce que la finalité, c'est ça. Tout le monde attend à ce que la paix revienne réellement à l'est de la République démocratique du Congo. Sincèrement, avec cette manière de faire, je ne crois pas. Il faut plutôt aller interroger Kabila. Vous comprenez? Interroger qui? J'ai dit Kabila. Il faut aller interroger Kabila parce que Kabila a réussi. C'est-à-dire quoi? Madame, vous savez, la Constitution, les statuts qu'on donne au président sortant en vie. Est-ce que combien de fois on l'a consulté pour des problèmes aussi sensibles comme ça? On dit quand on est analyste, j'ai dit il faut aller vers le fond et vers des décisions durables. Mais c'était avec la Kabila en son temps a réussi à défaire ces mouvements, vrai ou faux? Avec la SADC. Madame, Kabila, SADC ou pas, nous parlons d'abord de leadership interne. Grâce à sa manière de faire, peu importe ses hésitations, peu importe ce qu'il a raté, mais en ce qui concerne la pacification, Joseph Kabila avait réussi à son époque à pacifier les coins, à défaire le mouvement. Et la Constitution, si vous lisez les statuts... Mais ce n'était pas une réussite totale, parce que si c'était vraiment pacifié totalement, les rebelles n'allaient pas revenir. Totalement, madame, mais une grande partie de la République était contrôlée. Je dis une grande partie, à telle enseigne que le mouvement M23 n'existait plus. C'est parce que vous ne voulez pas vous dire la vérité en face. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on n'a que ça comme République et nous devons avancer et considérer. Vous savez, en suivi d'évaluation, on considère plus ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Là où on sait qu'ici on avait avancé, il faut capitaliser ces avancées. Il faut capitaliser ces moments. Si les gens de Kabila vous énervent, c'est à ce moment-là maintenant, vous n'allez pas profiter du cortège de bonheur de ce que le monsieur a fait. Si Kabila là-bas, il avait échoué, oui, ça va constituer comme un indicateur négatif. Et dans cet indicateur, nous devons maintenant faire de notre manière que le gouvernement présent, là où il semble réussir... pourvu qu'il accepte aussi de livrer la stratégie. Vous l'avez consulté combien de fois? Oui. Vous l'avez consulté combien de fois? Parce que maintenant, l'impression que ça donne, c'est comme s'il y a un peu une confrontation. L'avantage que nous avons sur votre plateau, c'est d'aider à réfléchir à haute voix. C'est que les autres refusent de dire. Et ce qui se passe, vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, madame? C'est ce qu'on appelle la diabolisation. Oh, pas pour que je me mette. Le président Félix Tshisekedi n'a aucun intérêt d'éviter Kabila. Je dis aucun intérêt. Ce sont les jouisseurs de mauvaise foi qui doivent toujours se positionner. Et c'est de là que la République recule. Nous ne faisons pas l'apologie subjective des gens. Mais on voit l'autre camp, le camp de Kabila, critique tout ce que le pouvoir fait. Madame, ils ne se mettent déjà pas là en mauvaise posture. On vous pose une question, madame. Ici, à la République démocratique du Congo, on a eu la bénédiction, excusez-moi, ça énerve, mais il faut le considérer comme ça. Jean-Pierre Bemba en prison plus de 12 ans. Un vétéran américain sort de son silence pour dire Jean-Pierre Bemba sort. Pourquoi est-ce que la République ne pouvait pas capitaliser, j'ai dit, cette consultation permanente? Alors qu'on sait qu'un fils du pays, innocent, victime des complots des gens, à partir de lui, Jean-Pierre Bemba est sorti de la prison. Et pourquoi pas continuer cette consultation permanente pour répondre également à d'autres questions aussi sensibles qui relèvent également, on dit, du pouvoir du régime. C'est de là, madame, nous disons, on doit faire très attention. Joseph Kabila est payé par la République. Joseph Kabila porte les statuts, non pas seulement d'un ancien président, également d'un sage. Et si le mode de gouvernance pose problème, en France, on a vu, lorsqu'il y a eu des difficultés, le président actuel a eu la chance de convoquer les anciens présidents. Même si lui et Sarkozy, ça ne marche pas. Mais du moins, la bonne gouvernance exigée pour que votre leadership soit conservé, pour que le bien du peuple français soit mis en exergue, il faut consulter les autres. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que le chef de l'État n'arrive pas à joindre la main, à prêter la main d'association vers Kabila? Même si le deal n'a pas marché, c'est-à-dire gouverner ensemble, mais on n'est pas resté ennemis. Les dialogues, il faut d'abord les commencer à l'interne. Si à l'interne, il y a une souffrance, il y a carence de volonté, à l'externe, qu'est-ce que tu penses? Mais vous dites bien qu'ils ont eu le temps de gouverner ensemble avec le partenariat FCC-CACH, mais c'était le moment aussi de tout transmettre comme sagesse, notamment en termes de questions sécuritaires. S'ils ne l'ont pas fait quand ils étaient ensemble, tu crois qu'il va le faire? Qui doit aller vers l'autre? Mais ils étaient ensemble dans FCC-CACH. Ils sont ensemble au monde, pardon. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble.
lorsqu'ils étaient ensemble, est-ce que le mouvement rebelle s'était répandu tel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Ce sont des questions. Si ma proposition, pour ne pas dire mon intelligence, oriente vers cet aspect, c'est juste pour éradiquer une situation qui continue à endeuiller la population congolaise. Donc la meilleure façon de faire pour éradiquer cette situation, c'est votre proposition. C'est l'excellence d'ailleurs, c'est-à-dire imposer d'abord un dialogue à l'interne. Parce que tout à l'heure, on osait te dire qu'il y a les sommets. Dans les sommets là, il est question de quoi? Favoriser le pourparler. Et si à l'externe, on favorise le pourparler, et à l'interne, quel est le consensus qu'on est en train de favoriser pour que les Congolais se discutent, les Congolais parlent entre eux? C'est ça maintenant le problème. Parce que vous savez que le cadre dans lequel on place pour qu'il y ait dialogue, le Parlement par exemple, vous avez vu avec Papa Mbosso, problème sérieux de leadership. Nous sommes au niveau du Sénat avec le président Modeste Bahati. Un problème sérieux. Ce sont les gens qui ne sont pas libres dans leur format intellectuel pour, je dis bien, analyser ou gouverner des instances. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le PDG de la SNEL par exemple. On était en face d'un débat bidon, sans forme. C'est parce qu'il fallait répondre à un besoin du président Mbosso. Au moins là, on reconnaît, j'ai dit là, on reconnaît à notre président Félix Tshisekedi la raison. On ne peut pas sanctionner quelqu'un parce qu'il faut répondre aux besoins d'une personne, Papa Mbosso, pour électrifier sa contrée. Alors que les systèmes de soutirage, je suis également l'un des experts en matière d'électricité, les systèmes de soutirage à partir de ce qu'on appelle des lignes de haute tension sont bannis. Ces systèmes-là, pour apporter à la population l'électricité, à base de ces systèmes, ça appauvrit. Ça dérange même sur les systèmes de transport. Et si Fabrice Tissine le dit à haute voix, je ne veux pas exécuter ces formats parce que c'est à la contre des Isokitime. Non, non, je n'ai pas voulu parce que mon électorat ne va pas, vous savez que je suis politique. Et c'est dans cela qu'on va maintenant sanctionner quelqu'un pour... Il est incompétent, il a exercé manque de temps. C'est une compétence parce qu'il n'a pas répondu à votre besoin amateur. C'est ça le problème. Il faut apporter l'information auprès du public. Et comme il réfléchirait bien, le chef de l'État qui était en face, j'ai dit de la raison. La conséquence, c'est quoi? Il y a fragilité de l'organe, ce qu'on appelle Assemblée nationale, où on a réussi à faire quoi? À mettre à part un gestionnaire de l'État, puis après quelques jours, c'est le gouvernement qui estime que non, 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 non. Mais moi, mon humble avis, madame, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour éviter pratiquement ces erreurs, ces ratés? C'est quoi? On aurait dû peut-être utiliser la Cour constitutionnelle, par exemple, par un avis consultatif, au lieu qu'on dise que l'exécutif vient faire quelque chose contre l'Assemblée nationale. L'exécutif pouvait saisir la Cour constitutionnelle par un avis. Et l'avis de la Cour va maintenant clairement dire que s'il faut analyser les devants de fond, Fabrice a été sujet Là, vous entrez à notre sujet. On revient au thème du jour. Nous parlons du sommet Tite Lyongi. Lorsque ce sommet félicite le président de la République, Félix Tshisekedi, et Kagame du Rwanda pour leur engagement en faveur d'une résolution pacifique, je le disais tantôt, des conflits par le dialogue et la médiation. Ça sous-entend quoi? Qui entend vers un dialogue? Parce que beaucoup, ça sous-entend quoi? Comment vous avez compris sur le plan international, oui. Le terme est tellement clair parce que aujourd'hui, on veut favoriser les dialogues au lieu que les armes puissent parler. Dialogue avec qui? Comment? Le dialogue avec le parti format? prenant. Entre autres, on sait que le conflit qui existe aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ne constitue pas seulement pour les deux pays, ne vous en faites pas. Toute la sous-région risque d'être affectée. Et également, le pool, entre autres CAC, entre autres les différents pools qui existent, madame. Donc, il y a une ligne au niveau, que ce soit des Nations Unies ou au niveau de l'Union africaine, on a toujours la tendance de favoriser les dialogues. Pourquoi? Parce que les dialogues restent le moment important pour que les gens discutent. Dialogue avec qui? Parce qu'on lorsqu'on sait que les M23 réclament toujours le dialogue, chose que le gouvernement rejette. Et quand on parle d'une solution pacifique, d'un dialogue, le sommet évoque cette question. Ça ne sera pas dans ce sens-là? Mais le gouvernement doit refuser. C'est vrai parce que le M23 est tourné à bourrique. Mais le gouvernement n'a pas la possibilité d'imposer la paix. Vous comprenez? Et il faut faire quoi? Oui, parce que Bunagana,
Pourquoi vous voulez vous voiler, madame? Bunagana est encore entre les mains des rebelles. D'autres régions aussi sensibles. Il appartient au gouvernement de faire quoi? Parce que déjà dans les speeches, on dit le pouvoir public a pour mission de garantir la paix et la sécurité des populations. Au moment où nous parlons, la sécurité de la ville est en main de rebelles. Et le gouvernement doit multiplier des stratégies, que ce soit au niveau de dialogue, qu'au niveau de bras de fer qu'on appelle la guerre. Et ceux qui sont appelés maintenant à apporter leur arbitrage, par exemple, comme vous parlez aujourd'hui, CAC, SADC et les autres, dans l'arbitrage, ils disent que partout dans le monde, vous voyez aujourd'hui en Éthiopie, par exemple, que ce soit au niveau du Soudan, il y a les rebelles et ces rebelles-là qui sont financés par les multinationaux. Ils savent. Les gouvernements travaillent également avec les multinationaux. Maintenant, ces mêmes multinationaux qui sont puissants et qui ont la capacité de renverser, et ils le font d'ailleurs, ils vous disent à haute voix, le gouvernement est appelé à négocier avec le M23. Ne vous en faites pas. Si le gouvernement continue à refuser, je refuse, et on va défier le gouvernement. Vous allez voir que bientôt la ville de Goma va tomber. Vous allez voir là, vous minimisez on minimise pas, ce sont les résultats sur terrain. Madame, je suis un patriote, je suis un nationaliste. J'ai confiance en nos forces armées. Mais du moins, le force d'état-major général sort. Il dit à haute voix devant les officiers militaires. Il regrette que le manque de patriotisme au sein de l'armée. Alors que l'armée, le gouvernement s'organise pour envoyer les moyens de guerre, pour défaire le mouvement, ce sont nous-mêmes les Congolais. Qu'est-ce qu'on fait? Toutes les positions, toutes les mesures arrêtées, il faut les transférer auprès des rebelles. Ils sont au courant de tout. Donc, il y a un problème sérieux. Vous voulez dire quoi ça? Je vais dire clairement que à la demande du M23, au sein de l'armée, il y a un problème. Et je suis d'accord avec le chef de l'État quand il dit qu'ils font un grand travail au sein de l'armée des services de sécurité. Ce sont des choses que nous avons héritées. La corruption, les gens qui quittent l'opposition du gouvernement pour aller occuper au sein des rebelles. On le voit chaque jour. Et le gouvernement est en train chaque fois de perdre des terrains, des espaces. On a vu l'état de siège ici qu'on a placé. Tout le monde disait en tout cas avec l'état de siège, en tout cas ça va aller. Or la situation est devenue encore pire qu'avant. On préférait plutôt le gouverneur civil. On préférait plutôt des civils. Parce que lorsque l'armée arrive, ils font ce qu'ils veulent. Si tu dis, on vous diabolise, on crée des dossiers. Il faut être dans cet espace de l'Est pour voir combien de députés provinciaux aujourd'hui payent le prix. Parce que c'est de l'armée, c'est des uniformes, veulent protéger leur position. Voilà pourquoi nous disons, à mon sens, j'interprète un peu cette ligne que les gouvernements doivent comprendre. Dialoguer avec les rebelles, oui. Il faut dialoguer parce que vous avez déjà commencé à dialoguer avec eux. Les M23 étaient ici à Kinshasa. Ah, mais pourquoi il l'avait fait? Oui, le chef d'État l'avait fait parce que je l'ai toujours dit, ce sont des expériences que le président de la République Tshisekedi avait copiées et c'était bien. Vous avez vu, une fois la France contre l'Allemagne, avec l'ancien président Adenauer. De l'autre côté, il y avait le général de Gaulle. Chaque fois, il faut toujours qu'il y ait une guerre entre l'Allemagne et la France. Et pour maintenant mettre fin à cette histoire, il faut une volonté politique caractérisée par un leadership fort. Le général de Gaulle, Adenauer se sont rencontrés. Nina aussi l'a raté. Et c'est dans cet élan que le président de la République, Félix Tshisekedi, a tenté avec le Rwanda, en prêtant une main d'association. C'est plutôt les présidents rwandais d'acheter des teintures mauvaises d'une haine contre la République. Et regardez ce qu'il a tourné. Est-ce que doit-on dire que le président Tshisekedi a trahi? Ou il a également initié une voix qui avait donné la réponse dans une république, dans un coin? Si aujourd'hui on parle d'une pacification durable en Europe, c'est parce qu'il y a eu deux grands qui ont accepté de s'y réunir avec ce qu'on appelle un lien durable et solide entre la France et l'Allemagne. On ne parlera plus de guerre dans ces espaces. C'est ce que Tshisekedi a tenté. Maintenant, ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut faire quoi? Il ne faut pas lui payer une monnaie de trahison, non. Ce sont ce qu'on appelle la jurisprudence, ce sont des modes de gestion des conflits pacifiques au Simba. Mais chez nous, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'il faut faire alors que nous savons qu'on ne nous avait pas permis
la possibilité d'avoir une armée forte. Vous savez qu'à chaque fois que Mobutu ou le régime voulait passer, Mobutu passe, c'est Kabila qui revient, c'est là où réellement on nous a amené les Rwandais, les Ougandais qu'on sort. On a tué Kabila, son fils revient. Et ce n'était pas facile de travailler dans ces villages. Il s'est battu à telle enseigne que nous avons vécu ce qu'on appelle les transferts des pouvoirs de manière pacifique, mais par moments qui n'étaient pas aussi sincères. La sincérité, c'était cette franche collaboration qui devait continuer jusqu'aujourd'hui. Comme un aspect fait défaut, en suivi évaluation, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aller voir maintenant cet élément déclencheur. C'est quoi cet élément? Cet élément-là, c'est l'absence de consensus, de confiance entre Congolais. Okay. Comme on manque la confiance de soi, comme on manque le sérieux en soi. Comment expliquer, madame? Un général qui est ici, il envoie l'argent au front pour que l'argent connaisse ce qu'on appelle un aller-retour avec des banques. Un général. Et le chef de l'État va devenir fou. Mais Tshisekedi avait déjà signé Mbongo Kende. Nicolas Kazadi en a fait. Est-ce que c'est Tshisekedi qui perd ou la République qui perd? Donc c'est dans cette démarche, madame, il faut d'abord convoquer en interne un dialogue sincère, de vérité. Dialogue en interne entre Congolais. Effectivement, mais madame. Pas avec les M23. D'abord, lorsque nous aurons maintenant un consensus, nous aurons ce qu'on appelle les feuilles de route. C'est sur base de ça qu'on pourra voir. Les M23 avec qui nous allons discuter, sont-ils des Congolais ou pas? Quels sont les genres de revendications que ces gens-là veulent? S'il est question d'intégrer l'armée, nous disons non. Dans l'armée, on n'intègre pas comme ça. S'il est comme ça, mais tout cela doit être dit où? Dans un format politique que le régime, je dis, doit accepter. Parce qu'à l'heure où nous parlons, vous voyez les hésitations. Tantôt c'est Franck Diongo qui est en prison, tantôt c'est Eskamodi là, bientôt je ne sais pas si ce sera Kabila. Je sais qu'il n'est pas là. Mais là, vous créez encore quoi? Des résistances. Vous créez, tu sais ce qu'on a dit, madame? Lorsque vous cherchez à humilier quelqu'un, ce sont des pères de famille de politiciens, aux yeux au la prison, son statut, il perd déjà son statut. Ce qu'on appelle carnet judiciaire vierge. C'est déjà déviergé. C'est déjà sali pour des allégations qui ne sont pas être correctes. Vous le placez en prison, en détention, alors qu'on sait que ces allégations ne sont pas correctes. Ça crée quoi? Des frustrations. La frustration crée l'humiliation, la rébellion, des révoltes. Et pour maintenant éviter d'exciter toutes ces sortes de jalousies, il faudra que la République marche sur des normes sincères. Merci Tite Lyongi. Dans l'attente de votre co-débatteur qui est bloqué dans les embouteillages, nous poursuivons avec le deuxième sujet. C'est à propos de l'Église catholique et du pouvoir en place. Après le discours du chef d'État Mbujimayi, on a vu des réactions du côté de l'opposition, du côté de l'Église également, avec le secrétaire général de l'ancien Cholet. Je l'ai annoncé dans le sommaire, où il dit que l'Église a toujours été du côté de faibles. À l'époque où l'opposition était, l'UDPS était à l'opposition, il était tous les deux jours à l'INET. Et Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, qui traite les prêtres d'être derrière l'Église, et Moïse Katumbi d'être derrière l'Église catholique. Il maudit Moïse Katumbi jusqu'à la troisième génération, à sa troisième génération. Voilà. C'est un peu ça, ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Alors, quelle analyse vous faites de cela? Comment vous voyez la suite de cette guerre? C'est ce que je vous ai dit, l'absence de confiance, d'amour. Lorsqu'on a la charité, lorsqu'on a la piété, l'amour de sa patrie, la compréhension de l'autre, le pouvoir, madame, il faut faire très attention avec ces termes. En sens politique, la manière dont on a défini le pouvoir, ou au-delà le parti politique, n'est-ce pas, c'était cette même structure, l'Église catholique, qui autrefois était avec Kabila, et pour que Kabila puisse obéir les normes, Kabila s'est rébellé de la vision républicaine sur la gestion de la chose publique. Les contrats sociaux. Madame, dans le contrat social, il y a des choses que le gouvernement, je dis, est obligé en termes de devoirs et obligations. L'Église catholique, jusqu'à la preuve du contraire,
demeure comme une structure de la société civile la mieux organisée pour veiller à ce qu'il n'y ait pas des abus du pouvoir. Elle ne joue pas pour quelqu'un. Aujourd'hui, on les, Il ne joue pas pour quelqu'un. Identifie, on Il ne joue pas. Est-ce que vous avez... comme si elle jouait pour Moïse Katumbi. Voilà. Vous avez vu, ou vous avez lu la recommandation assortie des assises de Lubumbashi de l'Église catholique? La première des choses, l'Église catholique a félicité le gouvernement dans sa mission de chercher à pacifier les zones à problème. Félicite le gouvernement pour le moyen qu'il est en train de mettre pour nos forces armées. On a félicité le gouvernement par rapport à ce qui se passe à l'espace commun. Le gouvernement s'y penche à telle enseigne que on voit l'implication du président de la République, du gouvernement, de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat. Là, c'était une recommandation où le gouvernement devait applaudir. Merci Cholet, merci Amour. Alors, vous rejoignez Cholet qui dit que le chef de l'État n'a pas bien compris, n'a pas bien lu leur message. Voilà. Je n'ai pas fini. Dans cette liturgie, vous allez constater que le gouvernement, la recommandation de l'Église catholique est allée encore plus loin pour fustiger qu'effectivement, il y a un groupe de personnes, aiguillement en bon français, on appelle ça le milice entretenu par le gouvernement, la force progrès. Ce sont des gens sortis pour imposer, je dis, une brutalité sans précédent aux opposants. Mais le secrétaire UDPS a rejeté tout cela. Mais s'il rejette, je suis désolé qu'il rejette alors que tout le monde voit comment est-ce que la répression civile intérinée par la police et les forces de sécurité. J'ai dit intériné aux Mona, c'est comme si la République recule. La scène qu'on a fait que tirer l'alerte. Quand on est un bon gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, il faut convoquer tes enfants. Vous assurez si telle est réellement la chose qui a été faite. Et comme la République appartient à tous, la Senko a dit à haute voix, cette même église catholique, alors que Kabila avait mis toute l'opposition à genoux, avec aussi une brutalité policière à outrance, l'Église catholique prend maintenant sa responsabilité pour demander aux laïcs, sortez, rassemblons-nous à l'Église. Aussitôt l'Église prend fin, on va marcher pacifiquement pour réclamer telle autre voie qui était l'ambition des partis politiques de l'opposition. Là, on n'avait pas parlé que l'Église catholique était en connivence avec l'opposition, alors que c'est ces mêmes partis politiques de l'UDPS et notre président de la République qui était là, qui marchaient également. Les assises de Saint-Sylvestre, vous avez vu le régime actuel, tous derrière l'Église catholique, parce que il fallait amener Kabila de ne plus accepter de postuler, alors que même dans son sein, c'est-à-dire au niveau du parti de Kabila, il y avait le Bruno Tshibala, les Ngele Photo, il y avait Tshibangou, tous ces mondes-là qui étaient là. Ils se sont venus associer au mouvement de Kabila pour dire que, en tout cas, Kabila, tu ne peux pas faire ce troisième mandat. Désigner parmi nous quelqu'un qui est habile pour nous représenter. Là, l'Église catholique jouait ce rang. Et aujourd'hui, maintenant, on veut dire que l'Église catholique joue pour Moïse. Non. Non, mais est-ce que vous ne trouvez pas que les moments ou les contextes ne sont pas les mêmes? Vous avez tout à l'heure là évoqué l'ampleur de la situation sécuritaire qui d'aujourd'hui, qui n'était pas hier. Est-ce que ce n'est pas les moments que tout le monde s'unisse pour parler un même langage, pour d'abord se focaliser sur la restauration de la paix à l'Est au lieu de s'entre-attaquer de la sorte? Il est question d'initiateur. En droit, on dit il n'y a pas d'action sans intérêt. L'aspect intérêt intervient. Et qui peut initier cette action pour nous amener? Pour quel intérêt? Je parle en langue, je vais descendre. Non, mais par des langues, je sais que je parle en langue. Par des propos, par de... Je parlais en langue, je sais que je parle en langue. Je vais maintenant descendre encore plus, madame. Parce que lorsqu'on dit, quel est l'intérêt que la personne qui est appelée à initier cette action
L'intérêt, c'est plutôt la paix. N'est-ce pas, madame? Pour que l'Église catholique aujourd'hui accepte d'entrer, il faudra que le gouvernement puisse initier. Oh, le président de la République, Félix Tshisekedi, en tant que, je dis bien, garant de bon fonctionnement des institutions, c'est-à-dire institution paix, institution sécurité, institution telle, c'est garanti par qui? Par quelqu'un qui s'appelle président de la République. C'est à lui d'initier. Et l'intérêt maintenant, c'est à lui également d'apporter un climat de paix, d'association et d'arbitrage. Merci, merci Tite Lyongi. Voilà, Santseka nous a rejoint. Santseka, en retard. Salutations à Tite, salutations à Gisèle, à Doudou Montiri, de Mongafula, et à tous ceux qui sont en train de nous suivre, des embouteillages, et j'en passe. Ah. Donc, on demande un peu... Essoufflé, hein? Non, pas du tout, on réfléchit à ce qu'on va dire parce que nous sommes censés dire des propos sensés. Merci de l'invitation. Le chef de l'État, j'ai pris... Tite est en train d'expliquer. S'est exprimé dans le Kassai à Mujimai, annonçant le temps. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Oui, la réplique de... Oui, je voudrais d'abord commencer par le chef de l'État, par ses propos. Il est le père de la nation, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le magistrat suprême, le chef des armées, et j'en passe. Et chaque fois que le chef de l'État doit prendre la parole, il doit être sous ses différentes casquettes. C'est à lui de faire en sorte que la paix règne, la paix de cœur, des âmes et la paix physique de notre environnement. Nous assistons, je le dis de manière générale, à une sorte d'escalade verbale qui risque de nous amener très loin. Il y a un philosophe anglais, Austin, qui a écrit « Quand dire c'est faire ». C'est-à-dire que vous allez devant monsieur le maire, citer un exemple, et Gisèle, qui vous déclare « Je vous déclare mari et femme ». Par sa parole, il vous crée un autre statut dans la vie. Et quand le chef de l'État, là je suis en philosophie des langages, dit « Je vais le faire sans état d'âme », bien qu'il soit dans son rôle. Alors, tout ce qu'il a dit, il était dans son rôle parce qu'il a dit peut-être de manière forte, mais il a dit qu'il doit garantir l'intégrité, la sécurité, la quiétude dans la République. Mais dans la manière de dire que le droit de l'homme et tous les restes, là je pense que c'est ce qui fait l'objet de mon analyse ici. Si demain, on trouve des gens en train de bafouer les libertés, des droits individuels, automatiquement, on va relier ça aux propos du chef de l'État. Nous sommes dans le cas des énoncés performatrices, des énoncés performateurs, c'est-à-dire des paroles performatrices, des paroles qui créent des situations, des paroles qui donnent force. Parce que chez Austin, quand on parle, on agit. Demain, les ennemis de Tshisekedi ou des zélés, des fanatiques, pourront penser que la voie est ouverte pour toutes sortes d'exactions. Il est temps, messieurs le conseiller des chefs de l'État, ses collaborateurs, de procéder à un certain coaching du langage. Tout est communication. La communication est un instrument. Je ne pense pas, dans l'intention du chef de l'État, il était question de menacer qui que ce soit ou de dire que je vais bafouer les droits des uns et des autres. Mais dans l'interprétation maintenant, ça va dans tous les sens. La terminologie. Ça part dans tous les sens selon qu'on est du côté du pouvoir ou on est du côté de l'opposition. Nous sommes rentrés dans la science, dans la philosophie du langage, pour retrouver que les paroles peuvent créer des actes qui pourront être préjudiciables ou contrairement selon qu'on voudrait
et nous retrouvons dans le cadre des élections, automatiquement, on adresse un message en français et pendant qu'on est dans un environnement qui utilise une langue bien déterminée, c'est-à-dire le message était bien clair destiné à un auditoire qui n'était pas nécessairement là concerné. Et que nous en appelons aujourd'hui, je crois, au professionnalisme de la part des collaborateurs du chef de l'État, que les discours, la prise des paroles doit être tamisée. Notre avenir, c'est lui. Le Congo, la voix du Congo, c'est lui. Ce que nous allons devenir demain, c'est lui. Et que quand il parle, c'est le premier d'entre nous, le premier de tous les Congolais. Même si il est choqué, même s'il est fâché, même s'il est content, la manière, quand on prend la parole, comme le numéro 1, le collaborateur devrait un peu revoir un peu. Mais le tamis doit être fait de deux côtés, hein. C'est pas seulement du côté du chef, même du côté de ceux qui attaquent le pouvoir. Qui attaquent le pouvoir? Oui, parce que... Est-ce que il a donné l'impression d'avoir beaucoup Non, non, ceux qui voilà. attaquent les pouvoirs sont connus, le M23, les Congolais et les étrangers qui attaquent le Congo, l'intégrité. Il y en a même qui occupent le territoire congolais. Est-ce qu'il y a eu un mot de cette dureté en direction de ces gens-là? Je ne sais pas. Non, mais si, dans l'hypothèse, je parle dans l'hypothèse où ce message serait destiné aux opposants, je pense que on devrait un peu tempérer les ardeurs. Parce que la vraie menace du Congo, on les connaît. C'est à l'est, la vraie menace du Congo, c'est Aquamout ici. Aquamout, où on est en train de procéder à des exactions. Moi, je revenais de Maïndombe, je vous dis, où nous sommes allés couvrir les activités de PEDEL. Dans des situations, je dirais, extrêmes, les gens tentent de construire des écoles, des centres de santé, mais à leur risque et péril. Le vrai ennemi du Congo se trouve là. Mais quand il s'agit de débats politiques, nous devons être capables de supporter la contradiction. On ne peut pas amener une forme de pensée unique. Que si on ne pense pas de cette façon, c'est qu'on est contre la République. Non. Mais l'abbé Chollet a rappelé dans sa réplique que peut-être que tout le message n'était pas compris, tel qu'ils ont dit. L'Église catholique du Congo, je parle de l'Église catholique du Congo, depuis Maloula, Echao, Mosengo et aujourd'hui, a toujours eu des problèmes avec le pouvoir. Maloula a été exilé à un certain moment à Rome, pendant les aérianisations. Echao a eu des problèmes avec Kabila père, Mosengo a eu des problèmes avec Kabila fils. Et aujourd'hui, le plus grand bénéficiaire des actions de l'Église catholique d'il y a 4 ans, c'est le pouvoir en place. Parce que quand celle-ci, avec le professeur Ndaïouel et tous les autres, et l'UDPS qui est venu rejoindre, disait pas de 3e mandat, pas de... Tout le monde était d'accord en ce moment. Alors, entre-temps, même de passer, organiser des tribunes, même d'organiser des conférences de presse, un peu comme à la Mouyaya, pour expliquer que l'Église n'était pas dans son rôle, l'Église n'était pas au milieu du village. Et maintenant, on semble revivre la même chose. Moi, j'en appelle à une sorte de désescalade verbale, et quand on doit dire des choses, qu'on le dise en toute responsabilité. Je recadre de personne, mais c'est une proposition. Je pense que nous entrons dans une zone de turbulence et que la prise de parole devait toujours être tempérée. Mais il ne faut pas aussi oublier que derrière ceux qui créent l'insécurité, il y a aussi des nationaux, des Congolais. Peut-être que les chefs s'est adressé à eux. Ceux qui sont dans la manipulation, qui sont derrière tous ces agresseurs de la RDC. Vous savez, que ce soit les chefs de l'État, que ce soit les opposants, que ce soit la majorité et la société civile, tous nous sommes régis par la loi. Nul ne peut être... Même le chef de l'État, quand il dit des choses, il tire sa force de la loi. Et ceux qui voudraient créer des troubles ici, ils savent qu'ils ne vont pas rencontrer sur leur chemin, pas les chefs de l'État, mais la loi qui limite le fonction des uns et des autres, c'est-à-dire le pouvoir des uns et des autres. Le chef de l'État ne devait se fonder que sur la loi pour dire que ceux qui ne se conformeraient pas
à ce qui est prévu, rencontreront sur leur chemin la loi et que ça va être dur. Ça va être dur parce que la loi n'a pas d'état d'âme et que on devrait prendre, je crois, de manière un peu sans passion, ce que les uns et les autres sont en train de dire, que ce soit les chefs de l'État, que ce soit les CLC. Je n'aimerais pas qu'on rentre dans une sorte d'escalade verbale qui pourra demain profiter aux ennemis du Congo, parce que nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à nous rentrer dedans en nous disant de méchanceté, en nous disant des choses qui ne valent pas la peine. Merci, Sir Tseka. On aurait voulu poursuivre avec vos analyses. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous sommes obligés d'arrêter. Tite, vous avez assez parlé. Vous avez eu assez de temps. Je crois que l'émission est finie. Voilà Nico Faye qui fait son entrée. Malheureusement, Nico Faye. Karine, il faut prendre Nico Faye. Nico Faye qui vient en retard. Nico. Faites très modèle. Non, c'est il faut les prendre. Voilà. C'est le transport. Alors, le transport, les embouteillages, voilà. L'émission est finie. Je crois que vendredi, nous serons là, madame, monsieur, avec un plateau costaud pour parler indépendance de la République démocratique du Congo. Nous allons encore revenir, on sera vraiment un plateau costaud pour parler si avec une émission spéciale. Le timing que Moreau nous donne et Montir, ça ne vaut pas la peine, quoi. Non, avec le timing, c'est 45 minutes. Oui, 45 minutes. Et après, vous mettez quoi? Le programme va voir. Nous allons faire une émission spéciale indépendance. Ça sera le vendredi 30 juin. Madame, Messieurs, merci. Merci à Nikité, merci à Santseka, merci à Nico Faye, bien qu'en retard, il est là. Alors, merci à l'équipe technique. Nous retrouvons vendredi avec l'émission spéciale Indépendance. Demain, vous serez avec Eddie Kabia. Au revoir.